Donc nous poursuivons avec Aline Caillet, qui est maître de conférences en esthétique et philosophie de l'art à Paris 1, et dont les recherches portent sur l'inscription de l'art dans la réalité sociale et politique, et qui est auteur de Dispositifs critiques, le documentaire du cinéma aux arts visuels en 2014 au Pur. Et donc, votre intervention portera, dites-vous, sur la figure modeste et prosaïque de l'enquête, en explorant des pratiques artistiques périphériques. Périphériques, pourquoi ? Parce qu'elles investissent des territoires oubliés et sans qualité. Et donc, vous allez travailler le corpus suivant, le livre blanc de Philippe Vasset, la clôture de Jean... Finalement, je ne parlerai pas de la clôture, je l'ai enlevée depuis. Et plan de situation de Till Hoskins. Till Hoskins, oui. Le micro marche, là ? Oui, j'entends. Oui, d'accord, il marche, parce que je l'entends. Bien, merci Daniel pour cette invitation. Merci à l'université Jean Monnet de nous accueillir. Effectivement, mon propos va se situer... en termes de typologie, va s'inscrire finalement dans une définition de l'enquête plutôt comme enquête de terrain, telle que Marie-Jeanne tout à l'heure l'a circonscrite. Et voilà. Et donc, alors, il me semble que d'abord, identifier les formes de l'enquête en art suppose de saisir, d'un point de vue méthodologique, suppose de saisir dans un seul et même mouvement une double relation, ce que l'enquête fait à l'art, mais aussi ce que l'art fait à l'enquête. Mode réputé, on l'a dit déjà, privilégié d'investigation du monde social, au risque sans quoi de penser cette congruence en simples termes d'emprunt mimétique ou de croisement de procédés, de formes ou encore de contenu. Alors les pratiques d'exploration urbaine dont je vais parler ce matin ont justement pour point commun donc, de reposer sur une pratique que la science et l'art ont en partage, à savoir la cartographie, intronisant ainsi la figure de l'artiste enquêteur-cartographe qui inaugure de façon conjointe un régime de la représentation du territoire à la croisée des chemins de la science et de l'art. Alors si les pratiques dont je vais parler ne se revendiquent pas explicitement de l'enquête, donc à l'inverse justement, donc peut-être qu'elles se prémunissent du coup de tout effet d'enquête, puisqu'elles ne se revendiquent pas explicitement de l'enquête, les deux expériences dont je vais principalement rendre compte s'articulent en revanche de façon très claire à deux modèles de relevé topographique qui prévalent à la fois en urbanisme et en géographie, le plan de situation et la carte IGN. Alors, sous le titre... Je passe... Attendez, non, il faut que j'aille là. Voilà. Je crois que je trouve un moyen un peu rapide de passer. Excusez. Ouais, la flèche, c'était pour aller plus vite que ça, que prendre la souris, mais bon, c'est pas grave. Donc, sous le titre général de plan de situation, l'artiste explorateur, comme il se définit lui-même, Till Hoskins, tente depuis 2004 de cerner différents lieux à l'aide des personnes qui y vivent ou le traversent. L'occasion pour lui de créer une géographie appliquée, comme il le nomme lui-même, née de ces rencontres. La restitution de ces explorations peut prendre la forme tantôt d'un récit diaporama, tantôt d'une conférence performée, ou encore, comme ça va être le cas ici, de films mêlant récits de vie et tracés de cartes. Comme c'est le cas donc dans Plan de situation Joliette, dont il va être question ici, film qui rend compte du plan de rénovation du quartier des Docks de la Joliette à Marseille, et plus précisément encore, de l'anéantissement du pâté de maison sur lequel devait se dresser le nouveau frac, puisque c'est désormais fait. Dans un livre blanc, dont il a déjà été question ce matin, Philippe Vasset entreprend pour sa part d'aller visiter pendant 1 an, à raison d'1 fois par semaine, la 50aine de zones blanches figurant sur la carte numéro 2314 OT de l'Institut géographique national qui couvre Paris et sa banlieue. Alors par ce renvoi au plan d'urbanisme et à la carte officielle, ces deux pratiques s'articulent ainsi d'emblée à un modèle théorique de représentation du territoire que leur enquête de terrain va tenter de contester, voire de destituer. Sur le plan proprement artistique, ces deux pratiques font explicitement écho à une tradition autant artistique que littéraire, celle de l'artiste promeneur. Toutefois,
là où l'artiste moderne parcourait le cœur battant de la ville au gré de ses stimuli et sensations et expérimentait une certaine relation subjective à la foule et au paysage, l'artiste enquêteur d'aujourd'hui parcourt quant à lui les marges et les périphéries de nos villes. Il met en place des protocoles, effectue des relevés topographiques, collecte témoignages et données qu'il restitue sous forme de récits ou ici également de cartes. Cette inflexion de l'errance artistique vers l'enquête scientifique comme mode d'exploration urbaine entraîne dans son sillage toute une série de déplacements et de requalifications dans la manière d'envisager la relation à la fois de l'artiste et du chercheur en sciences sociales dans leur relation au territoire urbain, dont justement cette communication va tenter de rendre compte. L'enquête de terrain, dont la cartographie sert ici de support, va ainsi, je vais tenter de le montrer, sous-tendre une double rupture. D'une part, avec une forme de représentation du territoire fondée sur sa modélisation et propice, de ce fait, on le verra, à toutes les projections et appropriations illicites. Et d'autre part, rupture avec une forme de relation de l'artiste au paysage urbain, héritée notamment de la tradition de la flânerie. La forme de l'enquête, et c'est là ma thèse, s'avance ainsi comme le point nodal d'une double mise à l'épreuve, celle du savoir scientifique au moyen de l'art, mais également celle du mode d'immixtion et de représentation de l'art au moyen de la science. Ni outil, encore moins méthode, ni emprunt mimétique à un mode de construction du savoir dans la science, l'enquête ici incarne, du fait même de cette relation symétrique et par son modus operandi, une forme en soi de la contestation par l'art de l'alliage savoir-pouvoir, en même temps qu'elle redéfinit, du côté d'une certaine tradition artistique et littéraire, une relation de l'artiste au territoire urbain, position qui ferait, si cette thèse tient la route, qui ferait de l'enquête une forme médiane et critique entre art et sciences sociales. Alors, en première partie, si on peut dire, afin de bien comprendre la portée tant esthétique, épistémologique et politique de la pratique de l'enquête en art, il convient, me semble-t-il, de retourner au modèle antérieur qui la fonde et dont elle s'inspire autant qu'elle s'en écarte, à savoir la flânerie. Je vais aller un petit peu vite dans cette première partie, mais je pourrais développer si besoin, ou y revenir. La flânerie repose, pour rappel, sur une pratique de la marche qui active une expérience de la ville appréhendée comme paysage. De même, la marche, à laquelle la rue donne son rythme et son échelle, permet de ralentir l'expérience de la ville et instaure avec elle une relation de type photographique. C'est ce que figure notamment Krakauer au travers de l'idée de mosaïque, dont l'équivalent, dit-il, cinématographique est le montage. C'est cette relation consubstantielle de la flânerie à la marche et à la rue qui instaure une relation de l'artiste à la vie et à la ville moderne, fondée sur la déambulation au gré des sensations et des stimuli, qui saisit ce qu'aucun plan ne saurait jamais consigner. Voici une citation une citation de Krakauer. Dans quelle mesure ce mode d'appréhension de la flânerie est-il encore pertinent et même possible à l'heure où les transformations majeures de l'activité humaine, de l'activité économique, sont à l'origine de nouvelles configurations spatiales qui s'accompagnent de changements d'échelle sans précédent? Si le cœur battant de la ville moderne reste un spectacle source d'émotion pour le promeneur en proie à la fantasmagorie et à une certaine fétichisation de la marchandise, le spectacle de la périphérie est en revanche tout autre. Fragmenté, ségrégué, jonché d'obstacles en tout genre, il se prête assez mal au vagabondage et à une expérience de nature paysagère, ce que d'ailleurs note aussi Jean Rollin dans Zone. Une expérience de nature paysagère qui suppose, ainsi que le vagabondage, une certaine ouverture et fluidité de l'urbanisme. Et si les passages parisiens exhibaient déjà certes l'âme de la marchandise, comme l'a remarqué Benjamin, un palier semble aujourd'hui franchi en ce que désormais, à l'heure des villes globales et autres clusters, l'espace urbain, parsemé d'implantations de l'économie mondiale, tend à se définir uniquement en termes de marché, de terrain, de l'emploi, des services. Cette conversion entraîne un bouleversement sans précédent de la relation du centre de la ville et à sa périphérie. Autrefois délaissée,
et constituant par là même une réserve d'espace offert à l'appropriation sauvage, la zone fait l'objet dorénavant de toutes les attentions. Et les quartiers post-industriels qui l'entourent se voient démantelés sous couvert de grands plans de rénovation urbaine. De grands plans de rénovation urbain, pardon. Et témoin et symbole de ce retournement spatio-temporel du centre et de la périphérie, la friche, type de terrain qui est précisément ici investi par les deux pratiques dont je vais rendre compte, la friche est devenue l'espace stratégique par excellence où la ville aujourd'hui se réinvente depuis ses marges. Produit des mutations urbaines, souvent frappée du sceau de la crise économique, agricole, ici industrielle, elle est l'empreinte d'un phénomène social dédaigné par la spéculation immobilière et financière, pour qui elle augure avant tout la promesse de nouveaux profits. Je vais... Alors, il faut que je repasse maintenant, excusez-moi, j'ai un film. Alors, je déteste les PC, voilà. Ça c'est dit. Alors, où est mon film? Je suis désolée, on l'a copié, mais... Ah, il est dans le... Ah non. Il est là-dedans, voilà, pardon. Hop, voilà, non, clic droit, bon, attendez, j'ai rien fait. Ça marche en QuickTime aussi. Alors, je vais montrer un court extrait du film de Teal Roscoe qui va un peu donner le ton. Alors, attendez, hop, il me faut le timing code. Pour réinitier quelque chose, redonner un petit peu du souffle, donc il y a les faire partir de l'endroit. Le Caraïbe. Vous allez comprendre de quoi il s'agit, une espèce de visite touristique assurée par C'est-à-dire qu'on a gagné un sur la mer. promoteur immobilier. Qui monte. Oh là 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 de là formule. là. Excusez-moi. Non, Le mais corps s'est développé. Bon voilà, ça va commencer. Excusez-moi. Le son, c'est bon? C'est pas là, hein, mais bon, c'est... Voilà. Donc, nous sommes à Marseille, quartier de la Joliette, sur les docks. On est ici sur la plupart des terrains, c'est du remblai, c'est-à-dire qu'on a gagné sur la mer, parce qu'au départ on avait ici un paysage de calanque identique à celui qui est au sud de Marseille. Le port s'est développé un petit peu aux dépens de la ville. Et donc c'est aussi pour ça que tous ces quartiers se sont paupérisés. Parce que le port, pour des contraintes de fonctionnement, venait complètement créer une barrière entre la ville et la mer. Quand on est ici à la Joliette, on a du mal à savoir que derrière les docks, en fait il y a la mer, tout simplement parce qu'on la voit. Ces quartiers qui sont complètement défavorisés, qu'il va falloir, dans lesquels il faut réinitier quelque chose, redonner un petit peu du souffle. Donc il y a assez peu d'habitants, donc on va se débrouiller à conserver ceux qui sont en place, même si jamais parfois on doit les faire partir de l'endroit précis où ils sont, mais il faut qu'on arrive à les conserver sur un même territoire et amener une autre population pour qu'on arrive à une mixité sociale. Donc en face de nous, on a une opération de logement dont le promoteur est Kaufmann & Broad, et ensuite un grand projet que vous avez dû voir sur les plaquettes qui s'appelle Euromed Center, avec un hôtel 4 étoiles, parce qu'apparemment il y a une demande d'hôtel de luxe à Marseille, un cinéma, un centre de convention, et puis enfin des bureaux. Est-ce que jusque-là, quelqu'un a une question? Non, c'est super clair alors. C'est très clair, effectivement. L'idée pour cette rue-là, c'est de s'appuyer sur un commerce existant et florissant pour pouvoir en développer d'autres et surtout pour pouvoir l'enrichir d'autres choses. Parce que là, on est sur un commerce qui est vraiment extrêmement lié déjà à la population qui est là et aux échanges avec le Maghreb. Donc l'idée, c'est aussi là de venir créer la mixité. Alors monsieur, j'ai l'honneur de porter à votre connaissance que par arrêté préfectoral en date du 31 août 2005, ont été déclarés cessibles immédiatement au profit de l'établissement public d'aménagement Euroméditerranée les immeubles nécessaires à l'aménagement de la ZAC de la Joliette à Marseille 2e arrondissement
et en particulier la parcelle vous appartenant, désignée ci-dessous dont l'acquisition est nécessaire pour parvenir à l'exécution de l'acte déclaratif, et ce conformément au tableau. Ce qui veut dire que là, il y a eu transfert de propriété. On est là, mais on n'est plus propriétaire. Bien, vous apprécierez le sens d'hôtel de luxe pour mettre de la mixité dans les quartiers populaires. Donc, loin de toute errance vagabonde, nos enquêteurs, dont je vais parler, se centrent sur des portions congrues de territoire qui matérialisent aussi ce qu'on pourrait, en référence à Marc Auger, nommer le devenir surmoderne de la ville. C'est le cas des zones blanches. Il faut que je repasse à mon PowerPoint. Alors, excusez-moi pour ça, il faut que je le retrouve. Ouais, merci. Après, je fais F5. Ouais, attends, tant que je trouve le F. Bon, excusez-moi, mais F5. Oui, c'est juste la souris qui ne m'obéit pas. Ben ça marche pas. Bon, alors, donc, le devenir surmoderne de la ville, donc en référence à Marc Auger. Les zones blanches, à ce titre explorées par Philippe Vassé, sont quasiment toutes adossées à ces non-lieux de la surmodernité, décrits justement par Marc Auger, ces non-lieux qui bouleversent notre relation à l'espace urbain. Autoroutes, échangeurs et signalisation routière, panneaux publicitaires, et dont les zones blanches référencées par la carte IGN semblent constituer les résidus, les impensés d'une nouvelle organisation spatiale. Alors, si ces zones encore laissées blanches résistent, Philippe Vassé dit « Partout le vacant semblait contrevenir du mieux qu'il pouvait aux impératifs de rentabilité. Les autres, le plus souvent, sont d'ores et déjà préemptés, à l'instar du pâté de maison de la Joliette, qu'on vient donc de découvrir, estimé surface négligeable par des promoteurs prêts à en exproprier ses habitants. » Un périmètre donc aussi réduit qui requiert du coup nécessairement un mode d'exploration en profondeur à rebours de sa surface plane et visible. Et je pense que ce modèle de la planéité versus la profondeur est important, et il est bon peut-être de rappeler que Krakauer définissait la flânerie comme un règne de la surface. Mais ici, précisément, la surface, elle est incarnée par la surface de la carte, et les enquêtes ici opposent justement une exploration dans les profondeurs. Le film de Till Rosken est d'ailleurs une plongée dans le corps, et non le cœur, de la ville. Éclat de vie, dit-il, saisi dans les rues ou à travers les murs. Les voix dans le film de Till Rosken, on le verra tout à l'heure, s'empilent et se superposent, se répondent et se contredisent, à l'image des étages des immeubles qui se dressent sur ce pâté de maisons où elles ont été collectées. L'exploration de Philippe Vassé vise, elle, à aller voir le dessous des cartes, à lever ce voile pourtant transparent qui les recouvre, et tend à faire disparaître une réalité que par ailleurs personne n'a guère envie de voir. La diapo précédente, c'était juste pour dire qu'il n'y avait pas de flânerie, qu'ils allaient droit au but. Ici, c'est bon, on est bon, merci. Donc des lieux que personne n'a véritablement envie de voir. Dessiner son propre plan, faire son propre relevé topographique, s'avère alors une manière de conjurer ce dédain, de contester les plans existants à disposition en y opposant un plan réel, un relevé topographique qui inclut la présence des humains, même fantomatiques, c'est le cas dans le livre de Vassé, un plan élaboré dans l'épaisseur d'un tissu urbain que le nom générique de friche concourt lui aussi à aplatir. Et je trouve que l'imaginaire convoqué par la friche est un imaginaire intéressant puisque précisément il convoque une image plane et finalement l'idée d'une surface improductive. Et donc appeler friche ces lieux qui sont des lieux précisément où se logent encore des récits de vie en dit là aussi beaucoup sur la violence, pas que symbolique. En cela, on peut dire que ces pratiques mettent en œuvre un projet de nature essentiellement topographique. Et le topographique ici fait écho au projet essentiellement photographique que j'évoquais tout à l'heure par rapport au modèle de la flânerie. Un projet topographique qui va requérir du coup discipline et rigueur.
et fait fi du coup aussi de toute relation subjective et émotive à un espace urbain qui par ailleurs semble définitivement réfractaire à toute promenade et requiert dès lors d'autres types de protocoles. Deuxième point, ces investigations semblent congédier également un autre modèle, celui plus proprement scientifique, cette fois de l'exploration ethnographique, caractérisé lui aussi par un certain nomadisme, en général dans des contrées lointaines, et qui a été adopté également par les artistes, écrivains, voyageurs. Alors, rapporté à ce modèle de l'exploration, ces pratiques ici relèveraient alors de ce que Filippo Zanghi appelle un voyage de proximité, et se rangerait, si on le suit, dans le sous-genre de ce qu'il appelle le récit périurbain. Cette catégorie du voyage de proximité recouvre à bien des égards celle de l'enquête, si cette dernière se définit, à l'inverse de l'expédition, comme une figure du proche. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle elle s'est imposée, on en a parlé tout à l'heure, depuis le début du XXe siècle, comme le modèle par excellence d'étude de la réalité sociale, à des fins, si l'on suit les analyses de Boltanski, essentiellement de contestation. Ou de vérification, comme on l'a dit. Elle est ce par quoi la réalité sociale, à la fois contre l'évidence du fait brut et contre les instances qui entendent faire régner l'ordre et la soumettre à leurs desseins, est remise en question et révoquée par la mise à jour d'une réalité plus cachée et profonde, et on retrouve encore le schème de la profondeur. En ce sens, le non examiné sur lequel se penche l'enquête relève moins, me semble-t-il, du nom défriché que du nom déchiffré, ce qui, quoique présent et sous nos yeux, un peu à l'instar de la lettre volée d'Edgar Poe, ce qui, quoique présent et sous nos yeux, n'a pas encore fait l'objet d'un examen attentif. Le non remarqué, l'oublié, le négligé. Une telle enquête de terrain ne peut dès lors que destituer les catégories de l'expérience au travers desquelles prenaient corps, auparavant, aussi bien les errances urbaines que les expéditions dans des contrées lointaines. Et les citations ici en témoignent. Désormais, à la lueur de ces deux pratiques, ni la poétique de l'exploration urbaine, ni l'exotisme de la pérégrination périphérique ne semblent de mise. Ce dont d'ailleurs le récit ne pourra qu'attester de la faillite. Et sous de nombreux aspects d'ailleurs, et on pourrait en faire le relevé, la forme narrative emprunte au contre-récit de voyage, particulièrement saillante chez Philippe Vassé, dont l'intonation désenchantée, que l'on retrouve aussi chez Jean Rollin, ainsi que le fait remarquer très justement Marie-Jeanne Zenetti, dans ton article « Réinvestir le littéraire depuis l'art contemporain, mutation d'un imaginaire autour de Philippe Vassé et de quelques contemporains », donc ainsi que donc, tu le fais remarquer Marie-Jeanne, trahit donc l'imaginaire qui sous-tend la narration, celui précisément du récit de voyage. En ce sens, le livre de Vassé, comme celui de Rollin, peut être lu comme un anti-récit d'exploration au-delà du périph', sans héroïsme ni exotisme, qui rejoue finalement sur un mode mimétique critique, l'artiste explorateur. Mais peut-être plus encore, et c'est là mon hypothèse, cette faillite, si l'on poursuit le cheminement que j'ai soulevé à propos des transformations urbaines aujourd'hui, cette faillite peut également s'entendre comme celle de la vie et de la ville moderne et de l'expérience du promeneur qui lui était inhérente. Comment compiler ces miniatures urbaines, pour citer Krakauer? Que faire de ces descriptions démunies de toute charge poétique? Cette tonalité morose ne se retrouve pas dans le film de Till Roscoe, Joliet, qui, en dépit des vocations de la vie du quartier désormais en partie détruit, et désormais complètement détruit, depuis que le film est terminé, combat le plus souvent cette nostalgie au moyen de contre-récits qui concourent ainsi à densifier un plan de situation dont le caractère bidimensionnel, encore la planéité, sert des seules fins planificatrices. L'enquête fournit ainsi le moyen non pas tant de corriger une représentation incomplète, qui a jamais prétendu que les cartes et les plans n'opéraient pas par schématisation et simplification de l'existant, mais plutôt, et de façon bien plus cruciale me semble-t-il, d'insérer du récit entre les lignes et les courbes des cartes. Oui, j'ai oublié. Voilà, j'avais oublié. Ouais, j'ai pris du retard dans mes...
Et donc, tel était mon projet, dit Vassé, porter le texte là où il n'a aucune place. J'ai fait une faute. Et Thiel-Rosken évoque aussi la question du récit, ce qu'il appelle une géographie appliquée, et le fait d'introduire du récit dans les cartes. C'est là aussi d'ailleurs tout le sens de l'atelier de géographie parallèle, initié par Philippe Vassé et quelques autres, qui vise moins à amender les cartes qu'à pointer une clôture épistémologique au moyen de l'enquête de terrain et de mettre à jour, ce faisant, une toute autre réalité. Voilà une présentation par Xavier Bismuth, un membre du groupe de l'atelier de géographie parallèle. Ainsi, au savoir-pouvoir produit par le haut, par les géographes et les urbanistes, support de modélisation et planifications urbaines, s'oppose ainsi un savoir par le sol, si je puis dire, associant expérience de terrain, collecte d'informations et compilation de récits, véritable mise à l'épreuve de la carte et du plan dans le réel. Et je voudrais maintenant revenir au film, et vous montrer un extrait de cet usage de la carte dans le film de Thiel-Rosken. Alors, il faut que je fasse clic droit, lecture, non, lire. Il est en bas. Bon, là, ça va marcher. Les barrières du port autonome. Alors, il faut que je vais de 28. Peut-être d'aller plus loin, à moins d'avoir un billet pour la Corse ou le d'abord Maghreb. le timecode. Et de l'autre côté, il y a toutes sortes de rues. Avec double poitrail exposé. Voilà, c'est juste là. Mais personne nous a mis à deux. Entre merde, on était liés. Tous nos problèmes ont commencé quand il y a eu le démantèlement de cette fameuse passerelle. Voilà, c'est là commence l'extrait que j'ai choisi. Un toboggan à la Marseillaise. Et de toute façon, ici, il y a toujours une passerelle. Très belle, l'autoroute littorale. Un beau monstre. J'imagine quand tu étais ici, tu avais les voitures. La taille des ponts de l'autoroute, ça fait que tu es en train de discuter d'autoroute, quoi. Les immeubles, ils sont en train de discuter de béton à béton. On n'a jamais trop su ce que c'était les autoroutes, je pense. Donc ici, il se tient bien. Là, il fait croire. D'ailleurs, on y croit. Il y a un petit étage en retrait, à la Marseillaise, en attique, très bien. Il tient bien sa façade, il est propre. Il y a la poste en bas, lui, il est très bien. Après, il me semble que ici, là, il y en a un qui est un peu plus moche. Il est un peu grisouille, il est un peu plus bas, il est triste. Ici, là, il y en a un, on dirait qu'il a été construit dans les années 80 et que c'est entièrement un pastiche de Disneyland. Il est nickel. On dirait du plastique moulé. Là, il doit y en avoir un ou deux qui sont vraiment ternes et sans qualité. Là, il y a un énorme mammouth, genre années 50, avec double poitrail exposé. Il est très lourd, il n'est pas très beau, il est en béton. C'est celui qui me donne des nostalgies de Belgique. Et puis là, il y a le petit bijou, qui est très bien, avec ses deux beaux windows. Il est juste sur 2 étages. Il joue très bien l'angle en étant plus bas, et tout équilibré, il est très bien. Il est entouré par des immeubles en verre, et des deux côtés, il a un côté bleuté à cause du reflet sur les vitres des bureaux. Le gars, il raconte que quand il se rase le matin, il a l'air tout bleu dans la glace. C'est vrai, c'est super. Donc on a un espèce de crescendo comme ça. C'est la fin de la ville, ça descend. Fin d'aménagement urbain, il en témoigne encore pendant un petit moment, je trouve. C'est gros, moyen, gros, moyen, moyen, gros, trop gros, petit. Cette espèce de poème. Et puis l'arrière, t'as les faces arrière, où les balcons servent un petit peu de placard arrière. Et donc tu vois tout le bordel de la vie domestique, tu vois le linge en train de sécher, les étagères un peu branlantes, les pots de peinture oubliés, le vélo du petit qui dépasse, la parabole. Ce qui est la vie, la vraie en fait. Là, on essaye de nous faire croire que nous, les Français, un peuple fort, on va aller vers le futur, on va vers la mondialisation tranquille. Mais la vérité, c'est qu'on entasse des trucs en bois un peu pourris sur notre façade à l'extérieur. Et puis, vu de l'intérieur, la vie, c'est un peu plein d'objets dont on ne sait pas trop quoi faire. Et je trouve que juste sur la peau des bâtiments, comme ça, il
d'espèce de vision en miroir du visage qu'on veut donner à notre société. Les immeubles comme les Europrogrammes et autres espaces Guémard, qui sont juste des espèces d'aquariums climatisés, ils sont extrêmement réfléchissants et fermés sur eux-mêmes, ils sont complètement étanches. Ils sont très réglés, ils sont propres, ils sont froids, comme une carrosserie implacable, comme une machine d'une froideur implacable. Comme s'ils étaient très très forts en fait. Mais je sais que c'est du théâtre, c'est de l'illusion, et c'est très très dur à faire quelque chose qui a l'air propre et nickel et bien rangé. S'il y a une tache par-dessus, tu la vois. Une vitre cassée, tu vois que ça, tu vois que le défaut. Par contre, si tu fais quelque chose qui est un petit peu cabossé, et j'aime les immeubles qui sont un petit peu cabossés, qui sont rudes, ils vieillissent avec une belle noblesse, je trouve. Et il y a une vérité à l'intérieur que je trouve respectable et belle à dire, qui est que on est un peu comme des cailloux. On se prend des coups, on est entassé, on est mis dans le désordre. Voilà. Et c'est pas vrai qu'on ait des cubes en verre posés les uns sur les autres, c'est pas vrai. C'est une illusion, c'est du théâtre. Alors, la cartographie est, on le sait, une technique à la charnière de la science et de l'art, et en ce sens, elle apparaît formellement comme un outil privilégié s'il s'agit de travailler par l'art la représentation des territoires par la science. Par ailleurs, ainsi que le souligne notre collègue Gilles Tiberghien, les cartes ont toujours représenté pour les artistes un instrument de rupture, je le cite, une modalité critique dans le régime de la représentation. Mais cette opération critique a toutefois le plus souvent visé les canons de la représentation artistique elle-même, et revu essentiellement la relation de l'art à l'espace, notamment, comme on le sait, chez les artistes du land art. L'enjeu ici semble bien tout autre. Loin de la fascination esthétique que la cartographie peut exercer dans l'art, fascination d'ailleurs parfois suspecte, puisque bon nombre d'artistes fascinés par les cartes en oublient là aussi leur caractère géopolitique, et oublient que les cartes sont avant tout un outil militaire pour contrôler le territoire. Les artistes enquêteurs, ici, mobilisent l'objet carte pour mieux en montrer les manques, les impairs ou encore les dessous. Pour autant, il ne s'agit à aucun moment, me semble-t-il, et peut-être que là je vais me distinguer de choses qui ont pu être avancées ce matin à propos de Philippe Vassé, il ne s'agit, me semble-t-il, à aucun moment de réparer ces manquements. Il cherche plutôt, oui je me dépêche, il cherche bien plutôt à interroger les raisons de l'inadéquation entre la carte et le territoire, à matérialiser l'écart entre la réalité et sa modélisation, et à rendre compte des raisons de ces oublis. Il me semble que chez Philippe Vassé, les relevés topographiques n'ont en effet pas vocation à combler les blancs des cartes, et l'auteur d'ailleurs ne cesse d'affirmer son refus d'exploiter ces données collectées et à en faire un inventaire sous forme de catalogue ou autre guide touristique. L'enquête ici n'a donc pas pour visée de produire un surcroît de connaissances, encore moins un supplément d'âme, à des représentations scientifiques discutables. Elle se clôt d'ailleurs chez Philippe Vassé sur ce verdict sans appel. Comment habiter ici, malgré la couverture satellite permanente et le maillage des caméras de surveillance? Nous ne connaissons rien du monde. Le film de Till Rosken alterne, lui, non sans une certaine dissonance, les voix des nouveaux habitants du quartier et autres agents participant à sa destruction, et celles des anciens expropriés de leur logement, sans qu'à aucun moment on ne puisse entrevoir une quelconque issue dans cette lutte pour cette friche dont l'avenir est de toute façon scellé. Le vieux quartier des Docks de la Joliette est désormais un enjeu urbanistique et financier majeur aux mains des promoteurs. C'est d'ailleurs aujourd'hui la plus grosse métropole financière du sud de la France. Face auquel, donc, la mémoire ouvrière ne pèse pas lourd. Till Rosken sait quant à lui combien sa présence même sur ce territoire, une résidence commande du futur FRAC, est on ne peut plus problématique et participe de l'effacement de ceux auxquels il va faire entendre la voix. Quelle fonction alors, je vais me dépêcher, mais c'est en même temps le clou du spectacle, quelle fonction assigner alors à l'ensemble des données collectées par le processus d'enquête si celles-ci n'ont pas vocation à être restituées et adjointes ou absorbées à celles déjà existantes et à remplir les espaces laissés blancs. Ici, faut que je me dépêche. Donc, oui. Ici, ce que je veux proposer, c'est que ici, c'est l'alliage en fait de la carte récit et l'enquête topographique qui la sous-tend, qui est en fait le lieu d'une mise en crise, non du savoir en lui-même, mais en fait de la raison instrumentale située à sa source et qui irrigue de telles représentations normalisantes, alimentant ainsi un modèle de planification du territoire. Ainsi faudrait-il voir dans ces cartes récits proposées par nos deux artistes une forme pratique de connaissance, non pas imposée par le haut mais portée par le bas, ce que traduit précisément ce binôme carte-récit.
une forme de vie, donc, faisant corps avec sa représentation et résistant à toute appropriation instrumentale. Et cette orientation praxique est suggérée par Philippe Vassé lui-même, qui évoque donc qu'au fur et à mesure, dit-il, de la rédaction, s'est en effet imposé le sentiment que l'art en général et la littérature en particulier feraient bien mieux d'inventer des pratiques et d'être explicitement programmatiques plutôt que de produire des objets finis et de courir après les tout derniers spectateurs pour qu'ils viennent les admirer. Et Marie-Jeanne, d'ailleurs, tu reprends cette citation et dans sa suite, tu analyses de la sorte en disant « Le texte, à propos de Vassé, peut ainsi se lire comme la trace d'une performance, un artiste écrivain, etc., et comme la matrice de performances futures ouvertes à l'investigation des lecteurs. » Et il me semble que c'est aussi dans cette ligne interprétative qu'il faut situer ce que tu fais aussi, Marie-Jeanne, l'atelier de géographie parallèle, qui invite tout à chacun à consigner sur le site internet Un Cil Blanc, désormais clos, ses relevés topographiques. Alors très vite, en résumé conclusion, mon hypothèse était celle selon laquelle finalement le modèle de l'enquête pourrait inaugurer de façon simultanée un régime critique de la représentation du territoire, tant du côté de l'art que celui de la science. Et il me semble que ceci peut se faire en considérant précisément que l'enquête ici n'est pas un outil ni une méthode, mais qu'elle est une praxis au plein sens du terme, qui porte en elle sa propre forme et son propre achèvement, et qu'elle, en cela, s'appuie sur une forme de vie, forme du récit, qui vient contrer une certaine rationalité instrumentale, incarnée précisément par un certain urbanisme, et restituer dans toute leur épaisseur des territoires qui résistent à la carte. Merci, désolée pour le dépassement. Merci.